Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout le monde en France, y compris les plus hautes autorités de ce pays, y compris ceux qui ont été imposés pour la représenter, désigne l'ensemble des musulmans qui y vivent sous ce vocable un peu passe-partout de communauté musulmane. Un terme pour le moins galvaudé quand il n'est pas étiqueté, quand il n'est pas usurpé. Les musulmans de France, dans leur ensemble, par leur religion de naissance, pratiquée ou pas, ou par leur conversion consentie à celle-ci, ne sont en rien une communauté, si ce n'est pour toute une faune qui en tire de substantiels profits, financiers ou politiques, et des privilèges exorbitants. Oui, en effet, le seul phénomène qui distingue de très nombreux musulmans et qui les rassemble d'une certaine manière, en plus de la prière dans les mosquées, et la consommation de viande dite halal. Dite seulement, et pas forcément halal. Un halal très douteux et qui, comparé à la rigueur et à l'intégrité du kasher juif, est très souvent une imposture, allez. Un faramineux pactole qui avoisinerait les 10 milliards d'euros par an entre viande et charcuterie halal. Un marché très souterrain, tombé entre les mains de milieux très interlopes qui font commerce de l'aubaine et du label supposé islamique, ou grenouilles de pseudo-représentants de l'islam de France qui servent les intérêts de richissimes hommes d'affaires qui, soit dit en passant, n'ont rien à voir avec le rite musulman et qui savent se montrer très généreux avec leurs collaborateurs qui viennent de l'intérieur des murs, qui feraient dans les vapeurs du musc synthétique et du benjoin tue-mouche. Les mêmes potentats et autres notables en chapelet qui se sustentent à la mamelle de la foi standardisée, et les mêmes prélats et autres dignitaires en babouche jointante sont sollicités, voire installés dans leurs juteuses charges par les plus hautes autorités françaises avec lesquelles ils coopèrent très activement pour fliquer leurs ouailles et faire en sorte que celles-ci ne puissent jamais constituer une vraie communauté en devenir, un électorat potentiel qui pourrait défendre les intérêts d'une vraie force de proposition. Pour le moment, ces 10 représentants, investis par on ne sait quels moyens, restent une sorte de dignitaires qui squattent les lieux et dont la mission non dite est de maintenir le troupeau dans son état actuel, disparate et discordant, qui sert souvent de bouc émissaire. Et nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question pourquoi tous ces efforts et toutes ces manipulations pour ne nous faire représenter que parmi les pires représentants qui puissent s'imaginer, de bien sinistres bouffons parfois, genre M. Chelroumi, dont tout un chacun aura remarqué la phénoménale visibilité sur les écrans de la télévision française. Des représentants que des partis occultes semblent avoir choisis avec un choix particulier parmi les plus vils et les plus serviles, autant pour humilier les musulmans que pour rabaisser subliminalement leur image. Des représentants que les autorités françaises invitent souvent à aller toaster
sous les ors de la République où ils servent d'amuseurs publics et de musulmans de service. En politique, ce n'est guère mieux. Rappelez-vous qui M. Sarkozy avait choisi parmi la communauté pour sa discrimination positive. Rappelez-vous cette ministre qui avait fait éclater la France entière de rire avec sa fameuse sortie « Il faut arrêter de battre son poulpe ». La communauté musulmane n'a donc de communauté que le nom. Un ensemble très hétéroclite de musulmans, dont, et fort heureusement par ailleurs, dont je rappelle qu'ils ne sont pas tous pratiquants, qui sont tous originaires des anciennes colonies françaises surtout, qui restent des indigènes de la République, même s'ils sont en France depuis 3 générations, qui ont été assignés à vivre dans de véritables ghettos, qui sont discriminés en tout, dans l'emploi, dans l'habitation, dans la scolarité de leurs enfants. Ils sont les plus nombreux en prison, dans les catégories les plus touchées par le chômage. Ils sont les plus pauvres, au milieu desquels la délinquance fait des ravages. Des populations stigmatisées jusque dans le logement, puisque la plupart des Français bon teint ne souhaitent pas les avoir comme voisins. Leurs quartiers sont les plus sales, parce qu'entretenus 2 fois moins que les autres quartiers. Certains parmi eux se sentent tellement pris au piège de la discrimination ordinaire qu'ils en arrivent à changer leur nom et leur prénom, quand ils ne sont pas trop basanés, trop cramés. D'autres font tout et n'importe quoi pour ne pas être confondus avec l'arabe ou le musulman. Ils sont de plus en plus nombreux à procéder de la haine pour eux-mêmes, pour leur origine, pour tout ce qui peut rappeler cette origine. Et tous ces pauvres paumés dont ils veulent définitivement et irrémédiablement se séparer. Ils sont dans une sorte de légitime défense par le reniement de leur identité matricielle. Ce sentiment d'être inférieur à l'autre, à celui qui nous toise et nous prend de haut, qui, dans le meilleur des cas, nous écrase de sa condescendance. C'est très douloureux à vivre et ça nous ronge de l'intérieur. Et sans nous en rendre compte, parfois, nous nous mettons à vouloir lui ressembler à cet autre, à lui ressembler furieusement, à le singer dans ses moindres postures, à user de sa langue même lorsque nous nous adressons à nos enfants, à habiller notre prénom, voire même notre nom, de ces consonances qui lui donnent une chance de passer un tant soit peu entre les gouttes, croyons-nous. Où le Jemaï devient Jimmy, Fatima, Fatih, Fodil, Fodel, Yasmine, Jasmine. C'est à cette phase-là de notre haine pour nous-mêmes que nous nous ravalons nous-mêmes, parce que nous avons admis en nous-mêmes que notre identité est problématique et qu'il faut la fondre dans celle de l'autre, de la glisser sous le tapis avec les autres balayures. Non pas l'intégration, mais l'assimilation, dans le sens digestif du terme. Parce que plutôt que de chercher à vivre en harmonie avec cette société qui est devenue la nôtre, sans pour autant avoir honte de notre propre être profond,
fruit d'une longue chaîne mémorielle. Nous avons abdiqué notre fierté d'être, ce que nous sommes dans le plus profond de notre personnalité. Nous avons mis un genou à terre pour supplier qu'on nous admette dans le cénacle du dominant. Mais il y a aussi ceux de l'autre pendant, qui plutôt que d'abdiquer ce qu'ils croient être leur identité, croient la revendiquer et se la réapproprier juste en enfilant une djellaba, en se laissant pousser la barbe, en se parfumant au musc synthétique et en annonnant des masha'Allah à tout bout de champ. Il y en a aussi qui vont plus loin, qui se laissent manipuler par d'autres minots qui ont gagné leur grade de gourou et de mashaïr, qui ont eux-mêmes été conditionnés par d'autres mashaïr et qui croient qu'ils sont les soldats d'un dieu de haine et de dévastation, qui n'ont que le mot djihad à la bouche et qui ne savent pas, qui ne savent plus, les malheureux, que les fatwas qu'ils distribuent à leurs fidèles ont été concoctés par ceux qui ne cherchent qu'à empêcher les musulmans de devenir une communauté exemplaire, forte, paisible, généreuse, une belle communauté qui arracherait son droit à la considération et au respect, qui saurait se faire respecter par son civisme, sa haute tenue morale, sa tolérance, son humilité, sa pudeur, sa réserve, sa grande spiritualité, qui saurait se débarrasser de ses propres parasites, de ses pathétiques représentants et qui n'auraient pas ou qui n'auraient plus besoin de gourous, qu'elle n'aura plus besoin de gesticuler ou de rouler des mécaniques pour se faire respecter. Une communauté dont on souhaiterait le voisinage, qui ne peuplerait plus les prisons, dont les meilleurs, ces milliers de médecins et d'élites en tout genre, seraient ses représentants, ses ambassadeurs. Une communauté qui serait en osmose avec son pays d'accueil et qui en serait le vivier du mérite et de l'excellence. Les exclusions, les discriminations, les stigmatisations sont haïssables, mais tout autant que les provocations, les ostentations et les exacerbations identitaires. Les musulmans qui vivent en France et dont c'est désormais le pays, celui où vivent et où vivront leurs enfants, leurs familles, peut-être à jamais, sont la cible d'agitateurs de haine qui leur rendent la vie particulièrement infernale, invivable. Pour nombreux parmi nous qui sommes concernés dans notre vie de tous les jours en France, nous n'avons pas le sentiment que la stigmatisation des musulmans soit impulsée par la société où l'immense majorité des gens sont aimables, respectueux, juste humains. Je ne sais pas quelle est la source de toute cette haine, mais il ne fait aucun doute qu'elle est savamment distillée et laborieusement relayée. Tous les musulmans. Musulmanes, c'est le séparatisme islamiste. Dans cet islamisme radical, radicalisation violente, faire le djihad, qu'il y a un islamisme radical, terrorisme islamiste. L'islam, dans l'islam, l'islamisme radical. L'islam est fondamentalisme. L'islam, djihad, wahhabisme, salafisme, frères musulmans, séparatisme. Islam radical, si séparatisme islamisme. Islam radical, l'islamisme islamiste radicaux, l'islam politique, un islam radical, à l'islamisme d'islam gallican, un islam d'islam radical.
L'islam des Lumières, l'islam consulaire. Les musulmans, l'islam consulaire. Islamistes radicaux, l'islam radical. L'islamologie. On avait cru comprendre que le texte porterait sur les séparatismes au pluriel. À l'aune de ce que vous venez de dire, on voit bien que c'est le séparatisme islamiste, vous l'avez dit. Algérie entre terrorisme et islamophobie, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nordin Aoussat, écrivain et conférencier. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci Sidi Jamaldine pour l'invitation. Merci. Farid DMS Dabbah, ancien élu municipal et néanmoins auteur et réalisateur. Farid Dabbah, merci d'être avec nous. Merci. Farid DMS Dabbah. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'être là parmi vous ce soir. En Skype depuis Strasbourg, nous allons avoir avec nous Assia Keshoud, activiste politique, hirakiste connu en France. Assia Keshoud, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Merci. Alaikum salam. Azul. Comment on dit à une femme? On ne dit pas Azul Fillak. Azul Fillam. Azul Fillam. Voilà. Alors, Nordin Aoussat. Qu'est-ce qui est en train de se passer ces derniers jours? C'est un peu comme à chaque échéance électorale, quand ça approche, et à des mois, on réveille le vieux démon islamiste, les séparatismes, un mot nouveau. On dit les séparatismes, pourtant on ne parle que de l'islam. Absolument. Alors? Absolument. Ce qu'on est en train de vivre là, à la fin de la deuxième décade de ce troisième millénaire, je dirais, c'est un cumul. Je pense, et je suis même convaincu qu'on est en train de vivre ce qu'on n'a pas vécu en 2017. C'était prévu qu'en 2017, le sujet central de l'élection de 2017, les élections présidentielles, porte sur l'islam. Comment il s'appelle? Valls, c'est ce qu'il avait déclaré avant. Comment il s'appelle? Fillon, il avait même écrit un livre, Le totalitarisme islamique. Oui. Pour la première fois que quelqu'un utilise l'adjectif carrément. Et aujourd'hui, Macron dit quelque chose qui n'est pas trop loin de ça. Oui. La violence ou le terrorisme islamiste. Tout à fait. Plutôt qu'islamique. Tout à fait. Donc, comme il y avait l'affaire de l'épouse de Fillon, qui a pris, je dirais, le dessus sur le débat électoral, ça n'a pas eu lieu. Et depuis 3 ans qu'on presse Macron, il faut parler de l'islam, et à chaque fois il a journé ce sujet-là. Là, je pense qu'on a dépassé le mi-mandat. Il s'est rendu compte que l'élection présidentielle prochaine va se jouer à droite et va se jouer sur les sujets plus régaliens, comme on les appelle ici en France. Donc ça va se jouer sur l'islam. Et c'est pour cette raison qu'il a mis les pieds dans le plat et là, il se donne à cœur joie. Comme le tuto tout à l'heure l'a si bien montré. Dans un seul discours, islamiste, anti-islamiste, terroriste, islamiste. Mais alors là, nous avons dans ce discours-là qui, entre l'écrit, le texte et l'oral, ce qui a été dit, on est passé du simple au triple. En fait, son texte qui est écrit, qu'on peut le trouver sur le site de la présidence, et ce qu'il a développé, il est passé du simple au triple, et il récapitule tout, les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà. Alors, Farid DMS Dabbah. Oui, enfin bon, c'est un vieux serpent de mer qui ressort un petit peu. Je ne sais pas si c'est l'échéance électorale qui veut que on va parler les événements aussi tragiques. Voilà, c'est plutôt les événements tragiques. Oui. Donc déjà en préambule, présenter mes condoléances à la famille de ce professeur Samuel Paty qui a été lâchement assassiné. Donc bon, après se flageller sur ce qu'a commis un fou.
N'attendez rien de moi, hein. C'est pas du tout dans mon tempérament. Je me sens nullement responsable, ni tributaire, ni faire de mea culpa de quoi que ce soit par rapport à ça. Je ne m'identifie pas du tout à cet acte terroriste. Ensuite, bon, c'est un vieux serpent de mer qui sort pourquoi pas à chaque période électorale ou un petit peu avant. Bon, là, il a fait son grand discours sur les séparatismes. Bon, why not? Après, il faut savoir parler de façon totalement dépassionnée. Peut-être qu'en premier lieu, il n'a pas vraiment assumé le fait qu'il fallait mettre les pieds dans le plat et parler d'islam. Moi, ça ne me dérange pas qu'on parle d'islam. Allons-y, oui, pourquoi pas? On est enfin, l'islam en France est présente. Elle est présente depuis plus d'1 siècle. Ça, on ne peut pas se voiler la face, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, il y a une composante qui fait partie de la population française. L'islam fait partie intrinsèque de la France, il faut le savoir. On n'est plus une pièce rapportée. Je suis français de 2e génération, mes enfants 3e génération. Jusqu'à quand on va un petit peu nous pointer du doigt en nous indiquant que comme quoi on est des pièces rapportées ou que je dois m'intégrer de quoi que ce soit. Je ne suis pas sorti de prison pour m'intégrer à quelque société que ce soit. Voilà, donc non, je pense qu'il faut dépassionner déjà le débat, savoir quels sont ses enjeux par rapport à l'islam. Ça fait partie... Vous savez, c'est très simple. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est aussi un travail, nous, en tant que musulmans, on a un travail pédagogique au quotidien. À partir du moment où vous voyez votre voisin, il vit une vie normale, bien, belle, où il a une réussite sociale, où il a une réussite, où vous le croisez tous les jours, vous vous dites, mais tiens, c'est un exemple. Quel est son secret? Ah bah tiens, il va s'intéresser un petit peu plus. Il va regarder, il est musulman, tiens, peut-être que c'est ça, ou peut-être pas. Mais peu importe, soyons déjà nous, chacun de nous, acteurs de cette évolution. Je parle bien d'évolution parce que je ne suis pas dans la victimisation. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'à chaque fois, on est là en train de pleurnicher, etc. Je pense que chacun de nous, on doit rayonner à son niveau. À partir du moment où moi, avec mon voisin, ma voisine, etc., chacun, on rayonne, on vit bien, les gens ne se posent pas la question. Ils ne sont pas dans la crainte, etc. De la coupe aux lèvres, parce que dans la réalité, il est plutôt difficile de pouvoir rayonner, être bien dans sa peau. Quand on est cette... c'est compliqué parce qu'avant tout, ce n'est pas une crise religieuse, c'est une crise sociale. Il faut dire véritablement indiquer quels sont les mots. Les mots sont ceux véritablement d'une crise sociale parce que la majorité, malheureusement, des musulmans en France sont issus d'une couche sociale pauvre. Ce n'est pas la classe moyenne ou la classe riche. C'est une classe sociale. Donc déjà, je dis que au quotidien, c'est plutôt difficile de pouvoir rayonner quand on vit dans un quartier défavorisé, quand on n'a pas d'emploi, quand on a son enfant en prison, quand on est discriminé que par le regard de l'autre. Après, c'est facile de dire ça, mais le rayonnement, il va tous les jours et ça se passe tous les jours. À l'heure actuelle, il faut arrêter avec ça. Les musulmans, 9 millions ou 10 millions de musulmans en France, ils n'ont pas mis le feu au pays. C'est pas la panique, je suis désolé. Vous prenez n'importe qui fréquente des musulmans, ça se passe très, très, très bien. C'est là où je parle de rayonnement individuel. Et le rayonnement individuel existe. Il est là. Après, moi, je ne m'attarde pas sur 2-3 cinglés qui font que, de toute façon, dans un bol de lait, ce qu'on va remarquer, c'est le petit poil qui est au-dessus et qui salit. Mais je vous demanderai tout à l'heure de nous dire justement pourquoi. Est-ce que c'est toute la communauté, si tant est que nous puissions l'appeler comme ça, pourquoi c'est toute la communauté musulmane qui est à chaque fois stigmatisée, montrée du doigt, mise au banc, j'allais dire, de la société, parce qu'un fou ou un malade ou un illuminé a commis... Je vais me permettre un petit peu de modérer vos propos. Oui. Il n'y a pas eu de vendetta qui est sorti, il s'est fait égorger, c'est horrible, il y a eu un acte criminel infâme, derrière il n'y a pas eu des représailles, il faut arrêter. Non, mais je ne parle pas de représailles, je parle de la levée des boucliers médiatiques, mais parce qu'à partir du moment où on n'arrive pas
à justement prendre conscience de ses propres égarements, on va de toute façon jeter l'opprobre sur ce qu'on ne contrôle pas. Donc l'autre, c'est tellement plus facile et beaucoup plus, on va dire, confortable pour les politiques de dire ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est parce que l'islam est une religion qui vient d'ailleurs, pilotée par... Alors que non. Alors que non, ça fait une composante partie totale de la société française qui, avant tout, il faut regarder ça dans le prisme social. Si véritablement il y avait cette frange de la population, après il faut être très prudent dans ce qu'on entend par ça, parce que les musulmans, en règle générale, sur 10 millions, il n'y a pas, c'est pas tous des criminels. Il faut vraiment être très très prudent par rapport à l'acte d'un fou. Mais en règle générale, c'est un problème social qui fait qu'on a plutôt tendance à tirer sur les plus faibles. Et justement, et nous allons revenir. Parlant, les plus faibles sont les musulmans. Nous allons revenir. Donc c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance. Absolument, nous allons y revenir. Nordine Aoussad, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a la dimension sociale, elle est inévitable. C'est sûr. Il y a aussi la dimension, je dirais, politique, même électoraliste. Elle est, je dirais, on ne peut pas aller indéniable, c'est clair. Et il y a aussi la dimension idéologique. On est dans l'idéologie ici. Là, on est dans l'idéologie dans le sens où elle est décrite depuis toujours. Les idéologies sont des illusions qui garantissent l'obéissance, elles justifient l'ordre établi et favorisent une domination. Ce qu'on cherche, et aussi la définition, ça c'est la définition... Mais vous la voyez où, l'idéologie en l'occurrence? Je vais l'expliquer, l'idéologie en l'occurrence. C'est que là, la France, et ça c'est toutes les, comment dirais-je, toutes les études sociologiques, tous les sondages, et depuis pas seulement aujourd'hui, et les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes l'a montré, je dirais, au grand jour, il y a une crise sociale, il y a une crise politique, il y a une crise, je dirais, identitaire, il y a une défiance vis-à-vis des médias. Vis-à-vis des politiques. Attends, oui, j'y arrive. Voilà, disons vis-à-vis des médias, c'est-à-dire la confiance que le Français a dans les médias, elle est presque proche de zéro, si ce n'est moins de zéro. Envers les politiques, on l'a vu. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand une nation, elle se sent en danger, et pour perpétuer la nation, et pour, je dirais, créer un sursaut dans la nation, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez le triptyque depuis toujours. Il faut un ennemi commun. Et si cet ennemi-là n'existe pas, il faut le créer. Il faut un ennemi commun, il faut des frontières, et le mythe de l'origine commune. Et c'est pour ça qu'on nous rabâchait depuis 10 ans les origines gauloises, le français blanc, et voilà, les frontières... Et tout naturellement, l'exclusion de celui qui ne rentre pas dans le cadre. Celui qui ne rentre pas dans le cadre, c'est qui? C'est le dernier arrivé, comme il disait tout à l'heure, voilà, c'est le musulman. Donc ce musulman-là, il faut le communautariser. Même si lui, il ne se dit pas communauté. Pour coller oui, c'est pour faire un bloc. Le même péché à tout le monde. Pour voilà, faire assumer par tout le monde. Exactement, pour faire un bloc qui sont tous pareils à 100%. Et celui qui ne se montre pas pareil ou qui ne le dit pas, c'est qu'il le cache, il le dissimule et vas-y. Voilà, on est dans ça. Il faut comprendre que pour moi, c'est la grille en tout cas de lecture que je me fais. Est-ce qu'il y a quelque chose de votre avis sur la question avant qu'on passe à d'autres questions plus pointues, plus aiguës? Alors, en fait, mon avis, je vais reprendre ce qu'a dit François Burgat, qui est un islamologue politologue. En fait, en France, un bon musulman est un musulman qui ne l'est plus. C'est-à-dire que dans l'espace public, et ça je peux l'affirmer parce que je vis en France depuis que je suis enfant, donc j'ai pu vraiment faire l'expérience, et j'habite en Alsace, près de Strasbourg, dans un petit village où je suis, je pense, la seule Algérienne et musulmane qui habite dans ce village de 800 habitants. Et à partir du moment où dans l'espace public, en fait il est accepté qu'un musulman soit dans l'espace public, à partir du moment où il est amputé de toute dimension oppositionnelle. C'est-à-dire que quand on parle de signes ostentatoires, c'est évident que c'est que les musulmans qui doivent pratiquer finalement ce que la laïcité demande. Il faut qu'un musulman
finalement, cautionne l'assise de domination sur sa communauté, d'une manière générale. Il faut qu'il fasse profil bas. D'ailleurs, on nous fabrique quand même de fausses élites musulmanes qui sont censées nous représenter sur l'espace public et médiatique, comme l'imam Rumi, qui, moi, personnellement, ne me représente absolument pas et qui est incapable d'aligner 3 phrases d'affilée. Nous avons suffisamment d'élites dans ce pays, musulmanes, politologues, islamologues, etc., qui sont censés nous représenter. Donc il y a véritablement une volonté de donner une image finalement du musulman qui est totalement erronée. Et la plupart Vous pensez que ceux qui ont prévalu au choix de ces élites, entre guillemets, bien sûr, puisqu'elles ne le sont pas pour quasiment tous les musulmans de France, pratiquants ou non, comme on dit, comme chez le Rumi, vous pensez que sa désignation a procédé de la volonté de dégrader l'image des musulmans, de la rabaisser, ne serait-ce que de façon subliminale? Je ne pense pas que ce soit d'une façon subliminale. Je pense que c'est vraiment intentionnel. Et il y a un véritable dysfonctionnement du mécanisme de représentation des musulmans dans ce pays. Véritablement. Et je pense que c'est volontaire. Après, voilà, ça n'engage que moi de le penser. Et je vois bien que, par exemple, dans mon petit village, je vous parlais de mon petit village, et c'est une anecdote, mais qui ne l'est pas exclusivement dans mon village. La seule fenêtre, finalement, que ces gens qui habitent ici ont sur le monde, elle est à travers la télévision. Et quand vous allumez votre télévision, la plupart du temps, l'image des musulmans qui est donnée, elle est quand même très, très négative. Et quand je vais vers ces personnes-là et que je discute avec elles et que je leur dis « je suis musulmane », donc, à partir du moment où je ne suis pas voilée et je n'ai pas cette représentation finalement qu'ils ont du musulman, ils viennent discuter avec moi et au fur et à mesure, le débat finalement, il y a un véritable échange et ils se rendent compte. Donc, on discute. Je leur parle de mon point de vue, de mon éducation, de voilà, ma façon de vivre l'islam, etc. Voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Les gens continuent en Alsace. Le vote FN est très très important. Hein. Le Front National, la plupart du temps, fait des scores très importants. Mais finalement, la seule fenêtre qu'ils ont sur le monde, c'est la télévision et qu'ils ont aussi sur les musulmans, d'une manière générale. Donc c'est une volonté. Moi, je pense que c'est véritablement une volonté. Et cette volonté, elle est politique, elle est médiatique. Ça, c'est clair, et on en souffre énormément. Aujourd'hui, être musulman, finalement, dans ce pays, parce qu'on occulte totalement le fait qu'il y ait beaucoup de convertis, de Français convertis à la religion musulmane en France. Hein. Mais la plupart du temps, quand on parle de musulmans, ce sont des immigrés, des Arabes, etc. Mais la communauté, les musulmans de France convertis, sont très, très, très importants. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et nous allons essayer d'en parler, justement. Restez avec nous, Assia. Farid, est-ce que nous pouvons dire vraiment, sans exagérer, sans rentrer dans cette sorte de victimisation dont vous parlez tout à l'heure, que l'islamophobie est une réalité dans ce pays et qu'elle a tendance à devenir de plus en plus prégnante dans la société? Je dirais au-delà même de l'islamophobie, je parlerais plus de xénophobie. Je pense que l'islam, quelque part, a bon dos, puisque derrière cette soi-disant peur ou incompréhension de l'islam se cache tout simplement la haine de l'autre, tout simplement, puisqu'il ne faut pas se leurrer. Derrière... Mais on n'est pas en train de lyncher des communautés venus d'autres horizons et qui ne sont pas musulmanes. Pour le moment, le lynchage, parce que à mon avis, c'est un véritable lynchage médiatique et politique qui s'exerce contre les musulmans. On parle d'islamophobie. Après, la xénophobie, c'est non, mais moi, un concept beaucoup plus large, beaucoup plus vague. Je pense que, oui, ils mettent un petit peu tout et n'importe quoi dans l'islam. Hein. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, à ce que je sache, le comptage ethnique ou religieux n'existe pas en France, et même interdit. Donc, d'où sortent les chiffres?
ils vont faire, on va dire, quand je dis ils, je parle des institutions, faire ce rapprochement d'islam par appartenance supposée. Donc ils sortent des chiffres qui ne reposent plus ou moins sur rien. Quand ils sortent des sondages sur justement les musulmans qui se disent soi-disant pour la charia, les lois au-dessus de la République, tout ça, ça me fait bien rire, puisque sur quels critères j'aimerais bien être derrière leur centre de sondage pour voir. Ça fait partie justement de cette désinformation qui est claire. Elle est assumée. De toute façon, c'est une ligne éditoriale que certains médias ont adoptée. Mais ça, on le sait. On le sait. Ensuite, derrière, en tant qu'individu, en tant que citoyen, comment on peut réagir? Est-ce qu'on va être dans le repli? Le repli, enfin le communautarisme, moi, j'y crois absolument pas. En France, le communautarisme, surtout chez les musulmans, je n'y crois absolument pas. Si on était communautaire, vous pensez bien que 10 millions d'individus, s'ils étaient communautaires, on serait une puissance incroyable en France. On serait la première puissance de France. On gouvernerait la France. Donc il faut arrêter avec les fantasmes de communauté, etc. D'ailleurs, je ne vais pas parler d'islam, je vais restreindre un petit peu avec cette maxime utilisée qu'on connaît tous, les Arabes se sont tous mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Déjà, ça c'est l'antithèse même du communautarisme. Donc on sait vraiment que le communautarisme est un fantasme perpétué et véhiculé par... vous l'avez dit, votre intervenante aussi l'a dit, par une frange des médias et une certaine frange des pouvoirs politiques. Mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Quelque part, nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a une force. Et où est-ce qu'elle est, cette force? Elle est comme ça, évaporée. Ils sont où, les soi-disant, cette communauté? Elle est où? Chacun vit dans son petit coin, personne se fédère, personne... Voilà, après je ne parle pas de partir dans un délire victimaire ou revanchard ou indigéniste, non. Il faut s'engager, allez-y, en politique, même si les portes sont fermées. Moi, je suis un ancien élu municipal, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans ma commune, à mon niveau, mais il faut qu'il y en ait plein comme moi. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut participer à la vie de la cité. Il faut arrêter dans notre logiciel de se dire qu'on ne fait pas partie intégrante de la France. On est français, vous avez point final. Vous étiez aussi à l'aise que vos autres co-élus qui ne sont pas musulmans? Je ne suis jamais, honnêtement... Vous ne vous êtes jamais senti mis de côté? Sincèrement, j'ai connu le racisme. J'ai connu le racisme. En tant qu'élu ou En tant qu'élu, jamais. D'accord. C'est là où il y a la responsabilité, enfin, on va dire, quelque part, socialement parlant, lorsqu'il y a une évolution sociale, quelque part, il y a un changement de logiciel. Faut savoir, lorsque j'étais jeune, j'ai fait de la radio, j'ai essayé de faire de la radio, on m'a dit « Farid, ça ne passera pas sur la bande FM ». Je vous dis ça, c'était les années 90, 95, 96, 97. J'étais animateur radio, etc. J'ai connu ça. J'ai connu la recherche d'emploi et on me disait, moi je suis dans le spectacle en tant que réalisateur, j'allais voir un producteur naïvement avec mon truc. Ah ouais, non mais tes sujets de la Révolution française, non, ça ne m'intéresse pas. Fais-nous un film sur la banlieue et tout, là c'est bien là. Ah ouais, mais je ne connais pas, moi ça ne m'intéresse pas, je veux parler de la Révolution française. Et voilà, mais peu importe, ça je le savais, j'en ai conscience, on le sait tous. On le sait tous, que comme quoi il y a plus de chômage dans les quartiers difficiles. On le sait, que comme quoi l'accès au logement, il est 10 fois plus difficile pour quelqu'un comme moi ou comme vous. On le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'engage et on avance et on essaye de casser le plafond de verre et on fait en sorte de changer un petit peu le logiciel? Ou on reste comme ça un petit peu crispé à ne pas avancer? Certes, on a fait le constat. Le constat n'a pas changé depuis 40 ans, depuis l'élection de Mitterrand en 81 qui avec la marche des minorités ou je ne sais quoi, qui s'est transformé avec un terme complètement générique et pour moi qui est un sobriquet le plus réducteur possible, marche des beurs, qui pour moi est une incompréhension, une imposture totale. Mais ça fait depuis ces années-là qu'on sait que de toute façon, on ne faisait pas partie du logiciel national. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là et attendre que ça se passe ou on va essayer de grappiller, de rentrer, de pousser, etc. Grappiller, resquiller,
de façon individuelle, chacun pour soi, non, ou envisager... Mais c'est là le problème oui. du non-communautarisme. Et c'est là où il y a un non-sens. C'est parce que justement, on nous taxe de communautaristes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et bien sûr, apeurés comme nous sommes, eh ben, on joue le jeu du non-communautariste. Alors on met on ferme la porte derrière pour celui que normalement on doit tendre la main. On fait tout pour ne plus appartenir à cette communauté. Combien y a-t-il de chefs d'entreprise qui ont réussi c'est bien, des réussites personnelles qu'ils ont et qui derrière ont fermé la porte? Idem en politique, il y en a plein qui ferment la porte derrière, mais ça on le sait, mais malheureusement c'est comme ça. Le dernier qui monte dans le bus, on dit il n'y a plus de toujours place, qu'il n'y a plus de place, arrête, attends le bus prochain. Mais ça c'est le drame, et c'est pour ça que je pense que le changement se fera individuellement, où chacun de nous déjà, on change son propre logiciel, ou déjà que nous-mêmes, on n'a pas cette honte d'appartenir à cette religion, à ce tout. Au contraire, c'est une richesse pour la... Moi, je ne me suis jamais posé la question. Je suis né à Paris, j'ai vécu une partie de ma vie en France, une partie en Algérie, une partie en Australie, une partie aux États-Unis. Il n'y a pas plus communautaire que la communauté française. J'ai travaillé longtemps au Maroc, l'Alliance française, l'école française, les magasins français, on travaille, on vit, on parle, on mange français. C'est à peine s'il n'y a pas de barricade autour des... Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais 8-10 ans, j'ai vécu à Oumel-Boigui, une petite bourgade dans les Aurès. Là-bas, il y avait ce qu'on appelait des coopérants. Ouh là là, il ne fallait pas dire que c'était des immigrés. Coopérants techniques. Ah, c'est pas beau, immigrés. Non, 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 immigrés noirs, arabes, coopérants, blancs, c'est normal. Bref, il y avait des coopérants. Ils étaient là, ils faisaient leur travail et tout. Ils habitaient dans une cité qui était à part, excentrée de la ville, et totalement entourée par des murs de plus de 3 mètres. J'étais petit. Une fois, je suis rentré dans cet endroit-là. On m'avait convié, petit garçon de 10 ans, et je voyais quoi? Je voyais la communauté française. Je dis, mais je suis français, c'est bizarre. Pourquoi vous ne venez pas avec nous ici? Et non, non, on est entre nous, là. Après, quand on parle de communautarisme, ça me fait un petit peu sourire. Je vais finir là-dessus, un dîner avec des amis au Maroc, un couple de retraités, ça faisait plus de 30 ans qu'ils étaient là et tout. Je dis, ah, c'est génial, on va parler un petit peu arabe. Bon, excusez-moi, je ne parle pas très bien arabe, mais j'imagine que vous, au bout de 30 ans, vous parlez très bien arabe. Ah non, 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 oui, Inch'Allah, oui, salam. Et c'est tout. Donc c'est là le problème, c'est-à-dire qu'on voit, comme on dit, la paille et la poutre. C'est ça le souci. On ne voit pas la poutre qu'on a dans mais juste pour terminer, soyons plus solidaires entre nous. Soyons un petit rayon de soleil entre nous. Sincèrement, ça fera la différence. Entre nous et avec les autres. Oui, quand je dis entre nous, c'est la communauté nationale. Voilà. Attention, je parle de ça, oui, communauté nationale. Mais n'ayons pas peur, c'est-à-dire n'alimentons pas aussi cette peur, parce qu'on est là, on regarde le miroir, ah, un musulman, non mais c'est moi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on rentre dans ce logiciel de peur qui n'est pas du tout compréhensible. Ça devient de l'hystérie collective qui repose... Qui alimente une autre hystérie, bord du trottoir. Voilà, et c'est ça qui est dommage. Je voudrais juste rendre justice aux coopérants techniques. Moi, dans ma petite ville de Batna avant, quand j'étais au lycée, on avait des coopérants techniques. On n'était pas très loin, alors. Mais, oui, on est voisins. On est voisins. Mais d'ailleurs, au passage, je profite pour les saluer, particulièrement Gilles Gauthier, qui était mon professeur de français avant de devenir ambassadeur en Égypte, ou plutôt au Yémen. Ils étaient avec nous, on travaillait ensemble, on picolait ensemble, on allait faire de la marche dans les Aurès ensemble, des randonnées. Donc c'était juste pour leur rendre visite, pour dire que tout le monde n'est pas pareil, quoi. Mais Nourdine Aoussat, l'islamophobie, moi personnellement, je la sens, je la vois, elle est à couper au couteau. Et je ne la vois pas dans la société. Les gens de la société avec lesquels je cohabite, que je croise, avec lesquels je parle, je travaille, dans le bus, dans la rue, les gens sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont sympas. Vous faites une chaîne dans la boulangerie, vous engagez la discussion avec un Français, une Française, bon teint, bien blanc, ça se passe bien. Pourtant, l'islamophobie, elle sort de tous les pores de la société française, pores P-O-R-E. Oui. Hein? Alors, si tant est qu'elle existe vraiment, elle est où? Elle est distillée par qui? Relayée par qui? Diffusée par qui? Je commencerai par dire Dieu merci.
alhamdoulilah, que dans la société, c'est-à-dire en horizontal, dans les quartiers, dans les villes, dans les petits villages, le français, disons, allez, de souche, le français d'origine et le français musulman, primo-arrivant ou deuxième ou troisième génération, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Vous avez aujourd'hui la génération qui sont maires de certaines villes. Ils ont fait l'école avec certains responsables, présidents d'associations musulmanes. J'en connais, je ne vais pas citer des noms, pas un, pas deux. Il est maire de la ville et le président de l'association de la mosquée de la même ville, ils ont été ensemble à l'école. Et leurs enfants étaient ensemble. Et là, vous en avez des cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants et les enfants des non-musulmans français, ils jouent dans les mêmes bacs à sable. Ils sont dans les mêmes écoles. Ils vont ensemble dans les colonies de vacances. Ils fréquentent les mêmes écoles, que ce soit privées ou publiques. Même dans les écoles privées aujourd'hui. Il y a certaines, en banlieue sud, je connais un sous-directeur d'un lycée privé, Sainte-Anne, pour ne pas le citer, à Choisy-le-Roi. 45% des élèves sont des musulmans. Avec les petits bourgeois et la classe moyenne supérieure. Les musulmans voilà. nantis. Voilà. Et même les autres, ils font l'effort. Donc, Dieu merci, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu un atroce crime, pire que celui, pareil, il n'y a pas de comparaison, dans la mort tout aussi atroce, du prêtre de Sainte-Rouvray à Rouen, du côté de Rouen, le père Hamel. Paix à son âme. Père Hamel, Jean Hamel, donc il n'y a pas eu de pogrom, il n'y a pas eu de vendetta, etc. Pourquoi ? Parce que les gens se connaissent, ils habitent ensemble, et ils se voient au quotidien, ils vont ensemble à la boulangerie, ils vont ensemble dans les supermarchés, ils vont ensemble à la station d'essence pour faire du carburant à leur voiture. Ils se connaissent. Moi, mes voisins, quelle qu'ils soient leur origine, ils nous connaissent, ils nous aiment. Ils nous aiment. Je le dis sincèrement, ils nous aiment. Ils aiment nos enfants, qui sont propres, qui sont réussis dans leur scolarité. Ils sont exemplaires. Moi, ils regardent comme ça, avec des yeux comme ça, la voisine française de souche, quand elle voit mes enfants, elle me demande des nouvelles, elles en sont où ils sont arrivés, etc. Donc, Dieu merci. Si ça tient aujourd'hui, malgré toute cette haine qui sort de la bouche de certains politiques, et de certains journalistes, c'est parce que, Dieu merci, dans la société, les musulmans et les Français vivent ensemble dans l'entente. C'est les mêmes déjà. Oui, disons. Musulmans français, oui, déjà. Excusez-moi, on nous a habitués, on nous a tellement matraqués. C'est vrai, à tel point que je n'ai même pas fait la... Voilà. Mais moi, je n'ai même pas remarqué. Moi, ça me heurte parce que vous êtes arrivé depuis longtemps. Tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas arrivé. Il est né. Vous êtes né ici, voilà. Tout à fait. Mais au moment où je suis alors que nous, on dit français et musulmans. Tout à fait. Mais moi, Jamaldine, moi, je fonctionne comme ça. J'arrive ici, je suis français. Moi, en France, je suis français. Même si tous les dimanches, je suis à Place de la République pour mon Algérie, ma patrie, mais je publie sur ma page Facebook à 8 heures un post pour la France dont je me sens à 100% français, et à 10 heures, je publie un autre post pour l'Algérie dont je suis à 100% l'Algérie. Donc pour revenir à ta question, si Jamaldine... juste quelque chose que j'ai remarqué de très intéressant que vous venez de dire. Donc, dans la société française, les gens lambda, ne sont pas tombés dans cette grosse manipulation, dans cette subversion en marche, et continuent de faire la différence. Ça veut dire ils ne font pas endosser à la multitude des musulmans le crime d'un seul parmi eux. Du tout. Je vais te donner un exemple. Il faut être prudent par rapport à ça. C'est qu'il y a quand même c'est pour ça que je parlais de xénophobie, il y a quand même du racisme présent depuis très longtemps. Oui. Il est là, et ça, il ne faut pas bercer dans l'angélisme. Bien sûr, donc, bien sûr. Il y a un gros problème social de ces populations musulmanes dû à justement cette volonté politique, je dis bien volonté politique, de faire en sorte que cette composante de la population ne puisse pas s'élever.
un racisme qui est politiquement rentable. Ce que je veux dire par là, que s'il n'y avait pas cette entente, s'il n'y avait pas cette reconnaissance, s'il n'y avait pas ce contact, ce lien quotidien à la base, 10% de ce qui se dit comme haine, 10% de ce qui se dit, ce que se distille, ce qui se diffuse comme discours anti-musulman, il aurait soulevé le dernier des laxistes des Français de se dire tiens, mais comme il connaît son voisin, c'est pas le journaliste qui est à la télévision qui va lui montrer qui est son voisin. Et c'est pas le politique ou politicien qui est à la télévision qui va lui dire qui est son voisin. Son voisin, il le connaît, il habite à France. Mais Nordin Aoussat, pardon, hein, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut bien en parler pour que cette émission soit une émission vraie. Il y a néanmoins certains parmi nos co-religionnaires, si on peut les appeler comme ça, ou parmi les gens qui viennent des mêmes pays que nous. Je ne leur jette pas la pierre parce qu'ils ont connu des circonstances très difficiles. Ils ont été ghettoisés, ils ont été discriminés, ils ont subi tout ce qu'on peut imaginer. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas particulièrement positifs. Quand moi je vois des musulmans pratiquants faire la prière dans la rue, bloquer le trottoir, empêcher la circulation et voir la mine vraiment révoltée de gens qui ne sont pas musulmans, ils ont l'impression qu'on les opprime dans leurs droits civiques, en captant l'espace public. Donc, il faut un peu nuancer, moi, cette image-là, elle ne m'a jamais plu. D'ailleurs, personnellement, j'étais pendant 5 ans imam à la mosquée de Longjumeau, dont Nathalie Kosciusko-Morizet était la mère. C'est qu'une fois la polémique a commencé, qu'elle s'est mise à nous louer pour un prix normal à 100 € le vendredi, le gymnase, de le mettre à disposition de la mosquée. Mais sinon, ils étaient obligés, les gens. Le projet, il attend depuis 15 ans. L'association, elle a 1 500 000... Obligé, Nordin Aoussat. Il n'y a pas d'espace, je prie chez moi. Tout à fait. Je ne prie pas dans la rue, dans l'espace public. Je suis d'accord avec toi. Oui. Aujourd'hui, là, depuis, disons, une petite 8aine d'années, les associations, ils font 2 offices. Il y a même des mosquées qui font 3 offices pour ne pas déborder sur la chaussée. Ils font 3 offices de prière, c'est-à-dire qu'il y a eu un effort d'interprétation des textes, de ce que dit le fiqh. Ils ont dit, on fait 2 offices. On ne fait pas une seule Jumu'ah. Pour que la salle puisse contenir l'ensemble des fidèles, on fait 2 offices. À Massy, une petite mosquée à côté de celle où j'officie le vendredi, elle fait 3 offices de prière. Jumu'ah, une première, une deuxième, une troisième. Donc il y a des solutions pour cela. Ce que je veux dire, si Jamaldine, c'est que là, pour toujours revenir, parce que là, il faudrait qu'on soit conscient que nos frères, nos compatriotes qui sont en Algérie soient conscients, ceux qui nous regardent en France soient conscients, et ce qui se passe autour, tous ceux qui nous captent, c'est qu'on a une propagande en bonne et due forme. Et face à une propagande, il n'y a que les faits, F-A-I-T-S, qui peuvent, je dirais, déconstruire, démolir la propagande. Regardons dans les faits. Les mosquées. Commençons par les mosquées, puisqu'elle est citée quotidiennement. Aujourd'hui, la présidente du conseil régional de l'Île-de-France, en l'occurrence Pécresse, Madame Pécresse, elle dit que je fermerai toutes les mosquées qui ne dénoncent pas ou qui ne condamnent pas le meurtre, le crime qu'il y a eu contre le professeur d'histoire géo qui a été égorgé atrocement. Mais là, vous êtes en face d'un message dont le non-dit est encore plus sordide, je dirais, et plus abject que ce qui est dit. C'est comme il pourrait y avoir une mosquée qui ne condamne pas cet atroce crime. Non, depuis toujours, les mosquées, elles ont condamné. Et depuis toujours, il n'y a aucune mosquée en France,
je dis bien aucune mosquée en France qui a été dont l'imam prêchait de façon violente ou qui a été pris. Je ne l'ai pas très bien compris. C'est tellement choquant que mon cerveau a refusé. Il demande aux mosquées de condamner et la mosquée qui ne condamne pas, elle est fermée. Oui, elle dit je fermerai toute mosquée. Mais attends, Jamal Din, c'est que ce n'est pas le dit qui est le message, parce qu'elle ne fermera aucune mosquée puisque toutes les mosquées condamnent. Qui peut ne pas condamner un Non, mais cet appel en soi, cette injonction, cette oukase. On a dépassé tout. Nous allons parler à Assia et je reviens à vous et je vous demanderai de jeter un coup d'œil sur ça. Donc nous allons parler. Assia Keshoud, alors cette islamophobie triomphante, hein, elle n'est plus rampante, elle est chez elle, elle est j'allais dire, revendiquée par tout le monde, y compris par le président de la République française, dont on a vu le discours où il y a un nombre incalculable d'islamistes, de berbères, de frères musulmans. Est-ce que c'est une islamophobie, j'allais dire, pour les besoins de la cause? Est-ce que c'est une islamophobie qui est née avec ce qui est en train de se passer de violence, d'intégrisme, de terrorisme, de ras-le-bol aussi de certains Français qui voient d'un mauvais œil tous ces étalages. D'après vous, cette islamophobie, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Oui, alors en fait, je vais un peu rebondir sur ce qu'ont dit les deux intervenants que vous avez sur votre plateau. Donc moi, je condamne totalement en fait le meurtre de Samuel Paty, ce professeur d'histoire, mais comme je condamnerais n'importe quel meurtre, quel qu'il soit, avec cette barbarie, le monsieur qui a commis cet acte, avant d'être musulman, c'est un homme. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on met en avant, c'est d'abord le fait qu'il soit musulman. Donc, on nie totalement le caractère, c'est-à-dire spontané, tout ce que peut comporter finalement une personne, et ce qu'on met en avant, c'est le fait qu'il soit musulman. Donc, il y a une véritable volonté d'instrumentaliser la confession de ce monsieur à des fins politiques. Donc, le 2 octobre, bien avant ce fait dramatique, le 2 octobre, Emmanuel Macron a donné un discours où il a parlé des 5 piliers du changement pour le projet de loi qui va être présenté le 9 décembre. Donc, ces 5 axes qu'il a parlé, qu'il a en fait appelé d'une manière quand même assez, je ne sais pas comment vous jugerez ça, mais il a parlé quand même de 5 piliers du changement, donc en référence aux 5 piliers de l'islam. Hein. Donc les 5 axes sont surtout orientés vers des changements assez importants dans la communauté musulmane. Et à la suite de ça, donc là, après le meurtre de Paty, Emmanuel Macron a donné un communiqué en disant qu'il veut durcir le projet de loi contre l'islam radical, et il dit que la peur doit changer de camp. Il dit aussi que voilà. Ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose. Ouais. Voilà, la peur doit changer de camp et que les islamistes, donc il va falloir qu'on nous définisse aussi ce mot, ce qu'il signifie. Les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquille dans notre pays. Voilà. Donc, il a dit les islamistes ou les terroristes? Non, il a dit les islamistes. D'accord. Dans l'article, ce qui est relaté, c'est les islamistes. Donc j'aimerais bien savoir ce que ça signifie. Hein, qu'est-ce qu'ils mettent dans ce cocktail, dans ce package d'islamistes. Donc il prévoit d'expulser 231 personnes qui sont fichées radicalisées en France. 180 sont déjà en prison, donc à leur sortie, ils seront reconduits à la frontière. Nous avons vu que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, se rend régulièrement en Algérie justement pour discuter le retour de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, ça représente une monnaie d'échange. C'est devenu une monnaie d'échange. Non seulement politique, parce que nous sommes à la veille d'élections importantes,
Et je voulais souligner quelque chose de très grave que j'ai entendu de la part de Jean-Luc Mélenchon. Personne ne l'a souligné, mais je trouve ça extrêmement grave et c'est clairement un appel à la violence. Parce qu'il a dit, texto, hein, face au terrorisme, il faut répondre d'une manière très précise. Il y a clairement un problème avec la communauté tchétchène en France. Donc faites un peu le rapport entre ces deux phrases. Faites le rapport entre ces deux phrases. Il a pointé la communauté tchétchène d'une manière générale, hein, c'est-à-dire qu'il les a mis dans le même sac. La communauté tchétchène aujourd'hui représente une menace dans ce pays. Et c'est Mélenchon qui a dit ça? Oui. C'est Mélenchon qui a dit ça. Alors il l'a dit en direct à la place de la République ce dimanche lors du rassemblement qui était justement en hommage à ce professeur d'histoire. Et vous pouvez retrouver les enregistrements. Et il y a des articles qui ont été écrits suite à ça. Donc c'est véritablement une instrumentalisation de l'islam aujourd'hui à des fins politiques. Donc ils veulent se rapprocher du discours de l'extrême droite parce que ça séduit. Ça séduit aujourd'hui. Que ce soit Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ou tous leurs acolytes, aujourd'hui l'islam, ça rapporte des électeurs. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui, la communauté musulmane. Voilà ce que je voulais souligner. Restez avec nous. J'aimerais bien rebondir justement et compléter un petit peu ce qu'elle a pu dire sur le terme islamiste et islamisme. Moi, ça m'a toujours révulsé l'utilisation de ce terme, hein, comment on l'a galvaudé, comment on l'a totalement dévié de sa racine. Et c'est propre uniquement à la religion musulmane. C'est-à-dire que le terme islam, la paix, islam, on l'a affublé d'un ist, pour justement en faire quelque chose pour désigner quelque chose, enfin la pire des choses, pour désigner du terrorisme, enfin du fanatisme, etc. Alors que islamisme, si on se rapporte dans le Moyen-Âge, pourtant, on ne disait pas musulmans, on disait les islamistes. Au Moyen-Âge, en langue française. Mais c'est jusqu'à la fin au début du siècle dernier. L'utilisation du terme, comment il a été galvaudé. Islamiste, c'est quelqu'un qui se rapporte de l'islam, tout simplement, de la religion musulmane. Donc, c'est propre même à l'islam. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans aussi, on a accepté le fait, enfin accepté entre de gros guillemets, le fait qu'un terme, la racine même de notre religion, le terme désignant notre religion, soit totalement galvaudé, dépossédé de son sens originel. Islamiste, ce n'est pas ça. On a, jusqu'à présent, je pense qu'à chaque fois qu'un intervenant sur un plateau télé musulman doit faire cette remarque, c'est propre même à l'islam. Islamiste égale terroriste. On n'a pas ça. Bouddhiste, c'est pas quelqu'un qui se réclame de Bouddha qui est un terroriste. Le judaïsme, c'est pas la branche extrême des juifs. Le christianisme, le catholicisme, c'est pas la branche extrême terroriste. À la limite, on aurait dit terroriste. Mais absolument. C'est-à-dire qu'ils ont pris la racine même qui désigne l'islam, les musulmans, et ils l'y ont affublé d'un ist qui ne correspond à rien à la base pour le sortir totalement de son sens original. Et ça, c'est trompeur. C'est-à-dire que les mots ont un sens. Ça procède d'une intention. Mais c'est à l'époque, même à l'époque des croisades. Hein. Ils ont changé, ils n'ont pas appelé Mohamed, le prophète, ils l'ont appelé Mahomet. Et les Mahométans. Les Mahométans, voilà. C'est-à-dire qu'ils l'ont affublé d'un petit sobriquet totalement réducteur qui fait que, même par la suite, hein, ça a découlé, on va dire, de Mahomet, le Baphomet. Un objet se ralliant justement à des rites sataniques. Et ils ont condamné à l'époque les Templiers, justement, pour rites sataniques, utilisant le Baphomet. Mais je voudrais vraiment insister là-dessus. Insister vraiment là-dessus sur l'utilisation des termes et être contre l'utilisation de ces termes. C'est aussi à nous de faire ce travail-là au quotidien de professeurs, entre guillemets, à notre entourage en disant « islamiste, ce n'est pas un terme désignant les terroristes ». Il faut rappeler ça, c'est très important. Très bien. Alors, j'aimerais donc rappeler qu'en plus de cette histoire d'injonction en fait aux mosquées, quasiment de devoir
se dédouaner en condamnant, comme si elle était responsable, comme si elle était fatalement liée viscéralement à celui qui a commis ce crime atroce. Il y a aussi cette annonce que les régions ont décidé de distribuer un livre de caricatures dans les lycées. Nous allons voir une petite vidéo pour détendre un peu l'atmosphère. Et puis nous essaierons de parler, ce sera le dernier sujet. Vous savez que le problème n'est pas dans ce principe désormais républicain qui consiste à tout dire, à faire tout endosser à la liberté d'expression, y compris caricature, un dessin qui puisse blasphémer la religion des autres ou la sienne propre. Le problème n'est pas là. Le problème est que cette liberté ne permet pas aux autres de la discuter. Ça veut dire, j'aimerais que nous puissions en parler pour dire, d'accord, vous avez raison, c'est votre droit, vous considérez que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de blasphémer, de porter atteinte à la religion des autres, c'est votre droit le plus entier, mais permettez-nous seulement d'en parler avec vous. Le problème est qu'il vous est interdit d'en parler. C'est inviolable, c'est un blasphème que d'en parler. Alors nous allons regarder cette petite vidéo de M. Chelroumi, puis celle de M. Macron, et nous revenons pour un dernier tour de micro. Vous savez, à Paris, le soir, le baqla ou le halawiyat, toutes les traditions traditionnelles, maintenant non, on ne peut pas. Le sang, le pauvre, que j'ai une pensée à lui, Charles, et à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, à tous les policiers, les 2 policiers qui étaient assassinés aussi. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant? Il a dit voilà. Désolé. Merci, madame. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, mais moi, je ne suis pas dans la moquerie. Non, on n'est pas dans la moquerie, on est en train de montrer une vraie image, une vraie déclaration. Mon point de vue par rapport à l'imam Chalgoumi. Non, mais attendez, d'abord. Moi, c'est une demande. Hein. On ne va pas perdre 2 minutes pour parler de lui. Oui, mais ce que je voulais dire, Monsieur Chalroumi, il pensait que Charlie Hebdo, c'était quelqu'un qui connaît Charles. Ouais. Et il a une pensée pour Charles. Et quand elle lui a demandé qu'est-ce que vous voulez dire par Charles, il ne n'en dirait pas plus. Hein. C'est parce qu'il y a aussi Charb. Charb, c'est oui, Charb, c'est voilà, et absolument. Charlie, donc lui, entre les deux, il a situé Charb. Alors, vous voulez dire quelque chose très vite? Par rapport à l'imam Chalgoumi, on a bien compris qu'il ne représentait que lui-même, perdre du temps plus par rapport à ça. J'allais venir à votre conclusion, c'est vrai, c'est un petit peu... Il a suffisamment de temps d'antenne, je pense, pour en accorder mais moi, je ne risque pas à l'envie de montrer ce monsieur sous son véritable jour, parce qu'il est hyper visible dans toutes les télévisions françaises, et ça, ce n'est pas normal. Quand on avait du mal à pouvoir visionner de temps en temps M. Harkoun, ou d'autres islamologues géniaux, sublimes. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a Internet à l'heure actuelle, et avec Internet, il y a plein d'emails, on peut envoyer et embêter les chaînes de télévision et les rédactions, et chacun peut faire ça. Absolument. Envoyer un petit mot en disant pourquoi vous mettez telle personne à l'antenne, je veux telle et telle personne, ils font une liste. J'espère que nous allons apprendre à le faire. Je pense que plus être dans le dénigrement et dans la proposition, allez-y, à partir du moment où une rédaction recevra une centaine de mails par heure en disant retirez-moi celui-là, mettez plutôt telle et telle personne. J'espère que les gens vont le faire. J'espère que les gens vont le faire. Moi, je suis plutôt dans cet état d'esprit. Absolument. Et c'est pour cette raison que moi, je crois fermement à ce principe-là. Et écrire, take a pen, prends ton stylo et écris. Quand il y a eu l'affaire des caricatures dès son départ en 2006, je dis bien je suis, sans fausse, je n'ai prétention ni fausse modestie, le seul francophone, d'où tout le monde francophone, je dis bien du Québec jusqu'au centre de l'Afrique, à avoir écrit un livre sur les caricatures qui sont aujourd'hui à l'origine de ce drame épouvantable, qui était à l'origine du crime, du meurtre, du massacre de toute la rédaction, d'une grande partie de Charlie Hebdo. Quand je l'avais écrit en 2007, c'était déjà écrit un livre pour l'ouverture et le dialogue.
un livre pour l'ouverture et le dialogue en 2007. Il s'agit de qui? Il s'agit de notre frère, de notre père, de notre prophète le plus aimé. On l'aime plus on lui porte un amour plus grand que l'amour que nous portons à nous-mêmes. Il a été montré sous un visage odieux, injurieux. C'est pas blasphématoire, hein. On ne parle pas de blasphème ici, on parle de l'injure, on parle de l'offense à la dignité, parce que le prophète c'est un homme, c'est pas une image, c'est pas un concept. Donc on l'a présenté coiffé d'une bombe sur la tête avec l'attestation de foi. Donc j'ai écrit ce livre. Ce livre, figure-toi, c'est Jamal el-Din, il a été dans les mains de Sarkozy en 2008. Valls, moi-même, dans ses mains en 2010. Qui d'autres ministres, une dizaine de ministres l'ont eu dans les mains, des préfets, etc. On n'en parle jamais. Passer à la trappe. Passer à la trappe. Et pourtant, au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed. Un livre pour l'ouverture et le dialogue. Et à l'intérieur, il n'y a ni attaque, ni vindicte, ni rien, mais venez qu'on discute de ce sujet. Ben justement, ça va être le dernier volet de notre émission d'aujourd'hui, mais nous allons d'abord écouter Monsieur Macron. Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier. Alors, nous allons commencer par Assia. Assia Kchoud, donc la liberté d'expression, de pouvoir faire des dessins, des caricatures qui, de la vie de ceux qui s'en sentent la cible, désacralisent, souillent l'image de leur prophète, qui est considérée comme une liberté d'expression. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Chacun est libre d'avoir son propre concept de la liberté d'expression. Mais pourquoi refuse-t-on absolument, d'une façon parfois violente, parfois, j'allais dire, terroriste, il vous terrorise, pourquoi ne pas accepter le débat, tout simplement, la discussion? Pourquoi ne laisserait-on pas Nordine Aoussat venir discuter avec vous, vous dire non, ce que vous faites n'est pas la liberté d'expression, vous vous trompez, pour moi c'est autre chose. Et vous essayez de le convaincre que c'est lui qui a tort. Pourquoi la discussion de ces concepts est-elle aussi proscrite, aussi refusée à ceux qui s'en sentent la cible? Alors, en fait, moi, je ne suis pas du tout pour les théories complotistes, etc. Mais il faut voir clairement qu'il y a une véritable volonté de manipuler la sensibilité de chacun, que ce soit des musulmans en s'attaquant à des figures importantes qui peuvent les heurter, ou que ce soit le français, comme vous disiez, de souche, qui a une vision de l'islam qui lui est totalement étrangère, et quand il voit un des siens qui se fait décapiter sur la voie publique, et ça... je ne dis pas que c'est pas quelque chose de choquant, c'est très très choquant, mais toutes ces images finalement qui sont aujourd'hui dont on se sert, elles viennent appuyer un propos et stigmatiser toute une communauté. Parce que tout à l'heure je vous disais qu'il est important de ne pas oublier qu'il y a beaucoup de convertis en France, mais on ne cesse de faire en sorte que l'islam n'appartienne qu'à une communauté. Non, ce n'est pas le cas. L'islam est une religion française. L'islam est une religion française.
De la même manière que la chrétienté est une religion française, toutes les religions finalement sont françaises. La laïcité ne veut pas dire qu'on va mettre une communauté de côté et sa religion aussi. C'est le vivre ensemble. C'est tout le monde qui vit ensemble. Et à partir du moment où il y a une religion qui est attaquée, c'est le problème de tous les Français. Ce n'est pas le problème juste d'une communauté. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français de souche, alors même si ça ne veut absolument rien dire, qui sont convertis à l'islam et qui sont profondément touchés par ce qui se passe et par cette stigmatisation. Et quand on parle aussi de discuter avec les uns et les autres, ça c'est une tâche importante. Encore une fois, on essaye de nous faire culpabiliser en nous faisant croire que c'est nous qui devons modifier notre image ou porter le message. Mais déjà, si ça commençait par l'éducation à l'école, quelle est l'image qui est donnée de l'islam? Est-ce que tous ces termes, islamisme, intégrisme, etc., sont expliqués? Allez faire un sondage dans la rue, demandez aux gens qu'est-ce que l'intégrisme. Vous verrez qu'immédiatement, ils vont l'associer à islam. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Mais si jamais, à l'éducation nationale, on essaye de faire rentrer dans les manuels scolaires véritablement et de sensibiliser et de faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam, etc. Parce que la laïcité ne veut pas dire ne pas informer. Ça ne veut pas dire ne pas informer, ne pas vivre ensemble avec les autres religions. Voilà, donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Merci. Alors, le mot de la fin, 3 minutes chacun sur donc ce refus de discuter de choses, de concepts qui concernent un peu tout le monde. Hein. À l'heure actuelle, l'islam est un sujet bankable. Il faut savoir que si on en parle à la télévision... Bankable. Bankable, ça rapporte du pognon. Tout est une question de business. Il ne faut pas se leurrer. Les chaînes d'infos, si elles font des sujets sur l'islam, c'est parce que derrière, ça rapporte des pépettes. C'est parce que derrière, ils peuvent vendre l'espace publicitaire beaucoup plus cher. Tout simplement, ils créent le sensationnalisme. Le sensationnalisme est là, ils balancent ça. À partir du moment où l'islam ne sera plus bankable, ils passeront à autre chose. Donc tout est une question, malheureusement, de business. Sincèrement, les politiques, c'est à l'heure actuelle, ils ont compris le filon juteux qui permet justement d'avoir son petit quart d'heure de gloire sur BFM ou BFM TV ou ce genre de choses. C'est à partir du moment où ils commencent à cracher leur haine, leur fiel sur l'islam, ils savent qu'ils auront de toute façon une ouverture, une audience. Bon, on connaît, on sait ce qu'il en est. Honnêtement, moi je ne m'offusque pas. Ce qui est incroyable, c'est que moi, l'islamophobie, à partir du moment où j'éteins la télévision, je ne regarde plus les journaux et je ne regarde plus les feeds Facebook, etc., de journaux quotidiens. Bah, sincèrement, je ne sens pas l'islamophobie. Dans mon quotidien, éteignez votre télé. Ne lisez plus les journaux. Non, lisez, mais lisez intelligemment. Pas, vous savez, les rédactions, Valeurs Actuelles et compagnie, ils font leur beurre là-dessus. Le Point, ils font leur beurre là-dessus. On sait quelles sont leurs lignes éditoriales. Il ne faut pas être naïf. On sait la ligne éditoriale de BFM TV. On n'est pas naïf. À partir du moment où on sait que, de toute façon, ce qui va faire vendre des pots de haricots dans la pub d'après, c'est qu'ils vont balancer un petit peu leur haine sur l'islam et que derrière, on est là, on s'offusque. Honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, l'islamophobie, toute la dimension que ça prend, on sait pertinemment que c'est une volonté politique, une volonté mercantile aussi, quelque part, qui se distille par rapport à cette, justement, infusion de haine. Moi, je dis sincèrement... Mais il doit y avoir quand même un peu de demande. On ne vend pas ce qui n'est pas demandé, quitte à créer le besoin. On vend le sensationnalisme. Ouais. Pendant je ne sais combien de mois, on a eu du sensationnalisme avec le coronavirus. Maintenant, ils ont vu que les gens, ils se sont, au bout d'un an, un petit peu lassés du coronavirus. On va ressortir un petit peu ce qui nous vend un petit peu les paquets de chips. On va parler de l'islam. Mais à partir du moment où on est conscient de ça, il faut arrêter aussi de s'offusquer dès qu'il y a quelque chose qui sort. Le premier neuneu qui sort et qui commence à cracher sur l'islam, on va s'offusquer, on va lui faire de la pub, on lui lancer une fatwa. Mais on s'en fout, les chiens à bois, la caravane passe. Qu'est-ce que je m'en fous que quelqu'un il va balancer une caricature? Ça ne me concerne pas. Déjà, la caricature, elle ne représente même pas mon prophète. Donc je m'en fous. Il peut dire oui, tel et tel truc, c'est le prophète. Mais déjà, ne m'adresse pas la parole.
continue ton chemin, je continue ma vie. Donc déjà, je pense qu'on s'offusque vraiment trop pour pas grand-chose et on fait beaucoup de publicité à des gens qui le méritent vraiment, mais alors là, vraiment pas. Je trouve que Farid a dit des choses que beaucoup de gens pensent. Hein. Pourquoi, Nordin Aoussat, pourquoi tout simplement ne pas les laisser faire tous les dessins qu'ils veulent, les ignorer, les oublier, et puis passer à autre chose? Absolument. Écoute, Si Jamaldine, ça fait 14 ans que je travaille sur ce sujet. Je dis bien 14 ans, depuis 2006. Depuis 2006 que je travaille sur ces caricatures. Là, je regarde un article que j'ai écrit le 21 septembre 2012, il est sur oma.com, caricature du prophète, la pompe Afrique, le fric, oui, oui. Hein, de Charlie Hebdo. La pompe Afrique de Charlie Hebdo. Le 21 septembre 2012, tout le monde peut le trouver. Ouais. Donc j'étais déjà conscient à l'époque, et je montre avec des exemples, hein, avec des chiffres et des faits, que c'est aussi un filon d'argent possible pour gagner. Mais il y a aussi derrière de l'idéologie. Il y a aussi de l'islamophobie. Regarde, le chapitre 12 et le dernier chapitre de mon livre, en 2006, écrit, publié, sorti. Il y a 350 000 exemplaires, Si Jamaldine. Ce n'est pas 10 000, 350 000. Oui, je dis bien 300. On a inondé la société de ce livre. Mais il est passé inconnu. Comme quoi, tu peux écrire et distribuer 350 000 exemplaires d'un livre et il passe inaperçu. Mais moi, quand je parle à Valls, je peux lui parler en face et de lui dire, écoute, Valls, nous, on a fait notre job. On a fait notre job en tant qu'imam. On a fait notre job en tant que citoyen français. On a parlé, on a discuté, on a appelé au dialogue. On s'est montré prêt à aller au dialogue. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Il a eu ce livre dans les mains. Qu'est-ce qu'il en a fait? J'ai dit la même chose à Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il a eu 2 fois dans ses mains. Vous l'avez eu. Vous avez été la 3e femme du Parti républicain. Qu'est-ce que vous avez fait de ce livre? Donc, il faut arrêter. Ce qu'on cherche aujourd'hui, Si Jamaldine, pas lent. Et Macron vient de le montrer avec cet article du journal Le Monde. La peur doit changer de camp. La peur, c'est une arme politique. Il faut le dire. La peur, c'est une arme politique. Gouverner, c'est le titre de ce livre. Hein. Gouverner, c'est quoi? C'est faire peur et rassurer. Gouverner, c'est faire peur et rassurer. On veut faire peur aux petits Français et après pour lui dire, attends, la peur va changer de camp, n'ayez pas peur, on est là, on vous rassure. On crée d'abord la peur et puis on ramène de l'assurance derrière. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les concepts. Regarde, attends, juste cet exemple-là. En 2007, d'ailleurs, voilà, les poseurs de bombes, terroristes et non djihadistes. C'est le titre de tout un paragraphe. Donc, les concepts, les termes, tout ce livre-là, et c'est pour ça qu'on a vu dans ce livre un travail construit, abouti, et qu'on ne veut pas, on préfère plutôt des gens... Sia Geshoud, vous avez le mot de la fin. Moi, on ne vous entend pas, Sia Geshoud. On ne vous entend pas. Je crois que vous avez débranché quelque chose. Ah oui. Là, vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais dire à M. Aoussat que j'avais déjà acheté son livre, en fait, il y a quelques années. Et c'est vraiment un livre très, très intéressant. Et effectivement, les élus, où qu'ils soient, devraient le lire. Je voulais juste insister sur le fait que cette instrumentalisation de l'islam, elle est quand même très dangereuse et je voudrais revenir parce que c'est aussi le sens de ma présence aujourd'hui en tant qu'activiste du Hirak, que la plupart du temps, ces gouvernements ont saboté les révolutions démocratiques dans des pays arabes parce que ça constitue pour eux un danger de premier plan. Et je trouve que là, ce qui est en train de se passer actuellement ne présage rien de bon, notamment pour le Hirak algérien, hein, parce qu'on a vu ces dernières semaines, et vous n'êtes pas censé sans savoir, M. Benchenouf, ce qu'on a vu place de la République ou en Algérie ces dernières semaines, de quelle manière on a voulu instrumentaliser justement l'islam pour diviser dans les rangs même du Hirak. Donc c'est quelque chose qui me fait réfléchir et je pense qu'il faut qu'on reste attentif. Les visites, les allers-retours des différents ministres
etc. en Algérie aussi doivent interpeller. Donc voilà, voilà ce que je peux dire pour le dernier mot de la fin. Et bien sûr, il va falloir qu'on reste vigilants, nous, en France. Je vous dis franchement, de plus en plus, je me sens en insécurité dans ce pays, en France. En tant que musulmane, au jour d'aujourd'hui, je me sens en insécurité. J'habite peut-être un petit village et parfois je me dis, ils vont sortir avec des fourches, venir me chercher, aller me brûler en place publique. J'exagère énormément, mais je vous assure que c'est quelque chose qui fait peur. Et dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu à chaque fois qu'il y avait des minorités qui étaient pointées du doigt où ça pouvait mener. Et nous ne sommes pas à l'abri de cela. Voilà, nous ne sommes pas à l'abri de cela. On ne peut pas mieux dire. Merci Asia Kishoud, merci Nourdine Oussat, merci Farid DMS Debah. Je voulais juste vous dire, mes chers amis, que tous les musulmans de ce pays à qui j'ai parlé, des proches, des lointains, sur ma page Facebook, tous les musulmans que je connais ont fermement condamné cet attentat, cet assassinat atroce, inhumain, impardonnable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne pense pas que vous puissiez trouver des musulmans, quels qu'ils soient, qui peuvent expliquer ou justifier une telle atrocité. Mais il n'en demeure pas moins que les musulmans de ce pays ont eux aussi le droit de dormir tranquille, de ne plus avoir peur, de ne plus se sentir dans l'insécurité, comme vient de le dire Asia. C'est tout aussi inhumain de terroriser, c'est le mot, toute une communauté pour des menées politiques ou pour pouvoir fourguer sa viande ou sa charcuterie halal en créant le climat idoine, le climat propice à ce genre de manipulation et de manœuvre. هذا ما كان بقاو على خير بسلامه.